En tant qu'acteur, j'essaie de faire deux choses. J'essaie de divertir et de faire passer un message, vous savez, et même si je joue un dur à cuire, au fond, je suis un garçon à maman dure à l'ancienne. C'est de l'amour cependant. Les gens m'aiment et je les aime de m'aimer. Je leur rends l'appareil et tout ça, vous savez, je suis honoré. Je suis quelqu'un qui aime les gens, vous savez, et je suis très fier du fait qu'ils m'aiment après toutes ces années. Monsieur T était le dur à cuire d'Hollywood, mais derrière les caméras, il avait des ennemis acharnés. Pendant l'agence Tous Risques, une co-star a refusé de lui parler pendant 16 semaines d'affilée. Il communiquait uniquement par l'intermédiaire d'autres acteurs. Une autre star l'a traité de faux acteur dans la presse, mais la querelle la plus choquante a été avec quelqu'un qui l'a rendu célèbre. Cette personne lui a cassé le nez pendant le tournage et l'a traité de négrier. La haine est devenue si forte que Monsieur T a quitté le plateau à plusieurs reprises. Ce qui s'est passé entre eux va vous surprendre. Lawrence Turow est né le 21 mai 1952 dans l'un des quartiers les plus difficiles de Chicago, un endroit appelé Robert Taylor Homes. C'était un projet de logement social pauvre et dangereux où les gangs et la criminalité étaient partout. Il était le plus jeune de 12 enfants. Ils vivaient tous ensemble dans seulement 3 petites pièces. Quand Lawrence avait 5 ans, son père a quitté la famille. Après cela, il n'y avait plus que sa mère pour les élever seuls. Elle était profondément religieuse et survivait avec seulement 87 $ par mois d'aide sociale. Ce n'était pas suffisant. Ils avaient souvent faim. Les gangs régnaient dans les rues. Il n'était pas sûr de se promener dehors. Ses frères aînés lui ont dit qu'il devait être fort. Alors, il a commencé à s'entraîner. À l'âge de 10 ans, il comprenait déjà comment les hommes noirs étaient méprisés en Amérique. Ce sentiment ne l'a jamais quitté. Quand il avait environ 8 ans, quelque chose s'est produit qui l'a hanté toute sa vie. Il a regardé par la fenêtre et a vu un homme se faire poignarder dans la rue. Le sang recouvrait le trottoir. Personne n'a aidé. Ce moment lui a fait quelque chose. Cela lui a donné envie d'être quelqu'un que personne ne pourrait blesser. Cela lui a donné envie d'être un protecteur. À seulement 12 ans, il a commencé à apprendre l'autodéfense. En 1966, Lawrence a rejoint la Dooner Vocational High School. Il était inarrêtable sur le terrain de football et sur le ring de lutte. Il est devenu 3 fois champion de la ville en lutte et a obtenu une bourse complète à l'université Prairie View A&M au Texas en 1970. Il a étudié les mathématiques et rêvait de jouer dans la NFL. Mais ce rêve n'a pas duré longtemps. En 1971, un an plus tard seulement, il a été expulsé en raison de ses mauvaises notes. Cela l'a anéanti. Il a essayé quelques autres écoles par la suite, mais la même chose s'est reproduite encore et encore. Il ne pouvait tout simplement pas se concentrer en classe. Son esprit était trop actif. Il avait une mémoire photographique et trop de choses se passaient dans sa tête. Cet échec l'a poussé vers l'armée. Il a rejoint l'armée américaine en 1975 et est devenu policier militaire dans la 25e division d'infanterie. Il a été envoyé à Fort McCoy, dans le Wisconsin. Pendant sa formation de base, il a été choisi comme le meilleur stagiaire parmi 6000 personnes. Ses supérieurs lui ont remis une lettre spéciale pour honorer sa performance. Il a mené toute son unité à des scores parfaits lors des exercices d'entraînement. Mais son temps dans l'armée n'a pas duré longtemps. Il a quitté le service en 1976 après environ 1 an. Certaines personnes disent qu'il a été renvoyé parce qu'il a refusé de couper sa coupe Mohawk. Mais ce n'est pas vrai. Il n'avait même pas cette coiffure pendant qu'il était dans l'armée. Il ne l'a adoptée qu'après avoir vu une photo dans National Geographic à la fin des années 1970. La photo montrait des guerriers Mandinka d'Afrique de l'Ouest. Il a dit que la coupe de cheveux était un symbole de force et de respect, ce que les hommes noirs se voyaient souvent refuser en Amérique. L'une des histoires les plus choquantes de son passage dans l'armée s'est produite pendant le camp d'entraînement. Il a fait une petite erreur, peut-être arriver en retard ou enfreindre une règle. En guise de punition, son sergent instructeur lui a dit de se baisser et de faire des pompes. Il n'a pas arrêté avant d'en avoir fait 1000.
Ce nombre n'est pas une blague. Il a continué jusqu'à ce que ses bras lâchent. C'était un test brutal, mais il l'a réussi. Cette ténacité est devenue une partie de ce qu'il était. Cela l'a préparé à tout ce qui allait suivre. Après avoir quitté l'armée en 1976, les choses sont devenues sombres pour Lawrence. Il n'avait pas d'emploi stable. L'argent était rare. Vers 1977, il a traversé une phase courte mais douloureuse, où il a commencé à voler de petites choses, principalement du vol à l'étalage. Cela n'a pas duré longtemps, juste quelques mois, mais c'était suffisant pour le secouer. Il s'est tourné vers sa foi, a recommencé à prier et s'est promis de ne plus jamais emprunter cette voie. En 1969, il avait trouvé une nouvelle voie. Il est devenu videur de boîtes de nuit. C'est alors que tout a commencé à changer. Il travaillait aux portes de clubs sauvages de Chicago, comme le Dingbats Disco. Les ennuis le trouvaient toujours, mais il n'a jamais reculé. Entre 1977 et 1980, il s'est battu plus de 200 fois. Pas seulement de petites bagarres, de vraies bagarres. Une fois, un homme s'est approché de lui avec un couteau. Monsieur T avait commencé à porter des chaînes en or à cette époque, des trophées qu'il avait collectés auprès de personnes qu'il avait jetées hors du club. Ce jour-là, l'une de ses chaînes a attrapé le couteau. Cela lui a peut-être sauvé la vie. Après cela, il a porté plus de chaînes, pas seulement comme des bijoux, mais comme une armure. Il a dit plus tard que l'or représentait quelque chose de plus profond. Cela lui rappelait les chaînes que les esclaves étaient obligés de porter. Il a transformé ces chaînes de fer en or, les a portées fièrement et a appelé cela un symbole de survie. Il a même donné un sens profond à ses boucles d'oreilles. 3 dans son oreille basse et droite pour la Sainte Trinité, 4 dans son oreille gauche pour les 4 saisons et les 4 évangiles, 7 au total pour les 7 mèches sur la tête de Samson et les 7 jours où les Israélites ont fait le tour de Jéricho. Chaque élément de son style avait un but. Mais l'une des décisions les plus audacieuses qu'il ait jamais prises a été lorsqu'il a changé de nom. Le 15 juillet 1970, à seulement 18 ans, Lawrence est devenu légalement Monsieur T. Il était fatigué d'entendre les gens appeler les hommes noirs garçons. Il voulait du respect, et il le voulait dès le premier mot qui sortait de la bouche de quelqu'un. Alors, il a dit « Je suis Monsieur T ». Personne ne l'appellerait plus jamais autrement. En 1980, Monsieur T a participé à un concours télévisé national appelé Games People Play. Le but était de trouver le videur le plus dur d'Amérique. Il a gagné 2 fois. Il a défoncé des portes, jeté des cascadeurs comme des poupées de chiffon et ensanglanté un adversaire de 280 livres lors d'un match de boxe en moins d'1 minute. Il a fait don de son prix de 3 000 $ à une œuvre de bienfaisance. Sa force ne résidait pas seulement dans ses muscles, mais aussi dans ses valeurs. Pendant ce temps, il travaillait également comme garde du corps privé pour les riches et célèbres. De 1978 à 1988, il a protégé plus de 200 célébrités. Il a même refusé une offre choquante de 75 000 $ pour assassiner quelqu'un. Sa carte de visite disait « Après Dieu, il n'y a pas de plus grand protecteur que moi ». Et il le pensait sincèrement. En 1980, Lawrence Turrow n'était qu'un dur à cuire de Chicago qui avait travaillé comme videur et garde du corps. Personne à Hollywood ne connaissait vraiment son nom. Mais Sylvester Stallone l'a vu dans une émission appelée Games People Play et n'en revenait pas de la puissance et de la présence de cet homme. Il a dit « Je plains le gars qui doit le boxer ». Ce moment a tout changé. Stallone l'a appelé et lui a donné le rôle de Clubber Lang dans Rocky III, qui est sorti en 1982, même si Monsieur T n'avait jamais joué auparavant. Son attitude intense et son énergie brute l'ont fait se démarquer. Il a prononcé la célèbre phrase « I pity the fool », « Je plains l'idiot », qui provenait en fait de quelque chose qu'il avait dit dans une interview. Stallone a pensé que c'était parfait et l'a ajouté au scénario. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Pendant le tournage, Monsieur T s'est heurté à Stallone au sujet des séances d'entraînement brutal qui duraient jusqu'à 12 heures par jour. Il a dit qu'elles étaient trop extrêmes pour quelqu'un comme lui, mesurant 5'10"
et pesant 220 kg. Sa force provenait de l'entraînement militaire et du travail de garde du corps, et non de longues séances d'entraînement hollywoodiennes. Il s'est rebellé même s'il était nouveau dans le métier. Le 15 mai 1981, les choses ont pris une tournure choquante lorsque Stallone a accidentellement cassé le nez de Monsieur T lors d'une scène de combat. Le sang a coulé et le tournage a dû être interrompu. Monsieur T était furieux et a menacé de démissionner à moins qu'il ne change les règles de sécurité. Il a exigé des gants rembourrés et une meilleure chorégraphie. Il ne s'agissait plus seulement de jouer la comédie, c'était une vraie douleur. Même si Monsieur T avait déjà jeté des cascadeurs, ce coup de poing l'a effrayé. Pour empirer les choses, certaines personnes sur le plateau se sont moquées de lui et de son parcours. Ce racisme l'a profondément blessé et Monsieur T a quitté le plateau. Il n'est revenu qu'après avoir reçu des excuses. Toute l'expérience l'a marqué de façon permanente, y compris une légère courbure de son nez, et a ajouté à la tension entre lui et Stallone, dont les gens parlent encore aujourd'hui. Lorsque le film est finalement sorti, le 28 mai 1982, il a rapporté 270 millions de dollars dans le monde entier. Cela en a fait le 4e plus grand film de l'année et le film Rocky le plus réussi à l'époque. Monsieur T est devenu une superstar du jour au lendemain. Mais même avec toute cette gloire, quelque chose de surprenant s'est produit. Il a refusé des offres d'argent importantes pour revenir en tant que Clubber Lang. Certaines de ces offres valaient 2 millions de dollars, mais il a dit non en 1983 parce qu'il ne voulait pas être coincé à jouer des combattants en colère pour toujours. Cela a choqué Hollywood. Au lieu de cela, il a pris un risque audacieux et a rejoint l'agence Tous Risques, où il gagnait 100 000 $ pour chaque épisode. Rétrospectivement, il a dit qu'il aurait aimé mieux négocier, mais à l'époque, il voulait juste plus de variété dans sa carrière. Alors que le monde le voyait comme ce dur à cuire à l'écran, dans les coulisses, il changeait beaucoup. Après Rocky II, il a commencé à visiter des écoles dans tout le pays. En 1983, il parlait dans plus de 100 écoles chaque année. Son message était simple: rester à l'écart de la drogue et du harcèlement. En 1984, quelque chose de puissant s'est produit à Chicago. Il s'est retrouvé face à face avec un chef de gang dangereux qui effrayait les enfants. Monsieur T est intervenu en utilisant uniquement sa présence pour arrêter les problèmes. Pas de violence, juste de la force. Les enfants l'admiraient comme un héros de la vie réelle. Il a ensuite sorti un album de rap en 1945 intitulé Mr. T's Commandments, qui s'est vendu à environ 50 000 exemplaires. Il y parlait aux enfants d'être honnêtes, courageux et de rester sur le droit chemin. En 1990, ses discours avaient atteint plus d'1 million d'élèves, en particulier dans les zones les plus pauvres. Il a fait la plupart de ces choses gratuitement. Sa vie, passée dans les quartiers Texas difficiles de Chicago avec 11 frères et sœurs, a inspiré tout ce qu'il a dit. Lorsqu'il a rejoint Rocky III pour la première fois, il a également fait quelque chose d'inédit. Il a négocié un chèque de paie de 1 million de dollars, même s'il n'avait jamais joué auparavant. La plupart des nouveaux acteurs gagnaient une infime fraction de ce montant. La MGM n'avait offert que 200 000 $ au début, mais Monsieur T est resté ferme. Mais encore une fois, dans les coulisses, les choses n'étaient pas faciles. Le 20 juillet 1981, des membres de l'équipe se sont moqués de son accent de Chicago et l'ont traité de noms cruels comme « ordure de ghetto ». C'est arrivé plus d'une fois. Il a quitté le plateau pendant 2 jours, ce qui a coûté des milliers de dollars à la production. Stallone a finalement dû intervenir. Monsieur T a utilisé cette colère et cette douleur dans sa performance. Il avait déjà vécu beaucoup de choses dans sa vie. Le service militaire, des rêves de football anéantis par une blessure au genou en 1975 et des années où les gens l'ont sous-estimé. Maintenant, il a utilisé tout cela pour devenir inoubliable à l'écran. Puis, venu l'agence Tous Risques en janvier 1983. Monsieur T jouait Babarakos, le mécanicien qui détestait voler, mais aimait aider les gens. L'émission a duré jusqu'en décembre 1986 avec 98 épisodes. Il est rapidement devenu la star de l'émission.
éclipsant même George Peppard, un acteur chevronné qui jouait Hannibal. Dès la deuxième saison, M. T gagnait 80 000 $ par semaine. Certains ont dit que Peppard était jaloux, mais M. T a essayé d'ignorer les rumeurs. Il a apporté ses propres idées au scénario, voulant montrer de fortes leçons morales. Sa popularité a même conduit à un dessin animé appelé Mr. T en 1983, où il s'est exprimé lui-même à la tête d'une équipe de jeunes gymnastes résolvant des mystères. Il a duré 30 épisodes et a même eu un croisement avec différents traits. Monsieur T avait gagné son nom dans les années 1970 pour faire valoir un point. En grandissant, il a vu comment les gens appelaient son père et son frère « garçon » parce qu'ils étaient noirs. Alors il a dit « Le premier mot qui sortira de la bouche de chaque homme sera « monsieur ». C'est ainsi que Monsieur T est né. En 1944, il a sorti à nouveau un album de rap. Cette fois-ci, en tant que EP, également intitulé Mr. T's Commandments. Il contenait 7 chansons avec des messages pour les enfants sur la sécurité, l'évitement de la drogue et le respect des parents. ICT, qui deviendra plus tard célèbre pour des chansons percutantes comme Cop Killer, a en fait aidé à guider le rap sur 4 des pistes. L'une des chansons a même atteint la 65e place du classement Billboard R&B le 15 décembre 1984. L'album ne s'est pas beaucoup vendu, moins de 50 000 exemplaires, et les critiques l'ont qualifié de ringard. Mais M. T ne s'en souciait pas. Il en a plaisanté plus tard. Même s'il n'a pas rapporté beaucoup d'argent, il a tout de même atteint la 189e place du Billboard 200. Il est également resté proche du jeune public grâce aux dessins animés. Mr. T, l'émission animée, a été diffusée de septembre 1983 à 1986. Elle était en avance sur son temps. Monsieur T a insisté pour que le dessin animé traite de problèmes graves comme la maltraitance des enfants. Dans un épisode, les personnages ont aidé un enfant victime de maltraitance à s'exprimer. Ce genre de choses n'était pas courant à la télévision pour enfants à l'époque. Il voulait que les enfants apprennent à être en sécurité et forts. L'émission enseignait des leçons sur la drogue, la confiance et le courage. Elle a même atteint plus de 5 millions de téléspectateurs par semaine pendant ses meilleurs jours. Puis, en 1945, Monsieur T est entré sur le ring de lutte. Il a rejoint la WWF, maintenant appelée WWE, et a contribué au lancement de la toute première WrestleMania, le 31 mars 1985. Il a fait équipe avec Hulk Hogan lors de l'événement principal. Mais dans les coulisses, de nombreux lutteurs étaient en colère. Ils n'aimaient pas que M. T soit une célébrité qui gagnait plus d'argent qu'eux. Il est également passé à l'animation avec Mr. T, un dessin animé du samedi matin, diffusé du 17 septembre 1983 à 1986. S'exprimant lui-même en tant qu'entraîneur, dirigeant des adolescents dans des aventures, il a insisté pour aborder des questions sérieuses comme la maltraitance des enfants et la sensibilisation à la drogue, des sujets rarement abordés dans les émissions pour enfants de cette époque. À son apogée, la série a attiré plus de 5 millions de téléspectateurs par semaine et s'est classée parmi les 10 premières de sa tranche horaire. Bien que certains critiques se soient si plaints qu'elle était trop violente, les leçons de résilience et de courage sont restées gravées dans la mémoire d'une génération de jeunes fans. En 1983, M. T a décroché son premier grand rôle principal dans un film intitulé DC Cab. Il a joué un chauffeur de taxi intrépide à Washington, travaillant aux côtés de Gary Busey et Irene Cara. Le film avait un budget de 12 millions de dollars et était réalisé par Joel Schumacher. Mais les choses ne se sont pas déroulées sans heurts. Monsieur T inventait souvent ses propres répliques, ce qui a conduit à une grosse dispute avec le réalisateur. Le 10 mai 1983, il a quitté le plateau, interrompant la production pendant 2 jours. Les critiques ont qualifié le film de sauvage et superficiel. Même s'il a rapporté 16 millions de dollars, il a été considéré comme un échec et a montré à quel point il était difficile pour M. T de réussir un film seul. Puis,
En 1995, son monde a complètement changé. On lui a diagnostiqué un cancer rare et agressif appelé lymphome T à cellules tournées. Les médecins lui ont donné peu de chances de survie. Il a subi une chimiothérapie brutale et est passé de 220 Lelisali à 160 Talbitia. Par mesure symbolique, il a fait fondre ses célèbres chaînes en or, qui valaient autrefois 300 000 $. Il a gardé la maladie privée pendant des années, mais s'est ouvert en 2001, disant que la bataille avait renforcé sa foi. Il est entré en rémission en 1997 après 18 mois de traitement et a même essayé la thérapie par cellules sous souche. Le fait que le cancer partage son nom l'a durement frappé. Il se sentait personnellement visé. La maladie l'a également forcé à prendre une pause de 2 ans et à changer sa vision du monde à jamais. Dans les années 1980 et 1990, M. T était partout. Il gagnait 5 millions de dollars par an en faisant des publicités. Il est apparu dans des publicités pour Snickers, Atari et même World of Warcraft. En 1984, il a poursuivi Hitachi pour avoir utilisé son image sans autorisation et a gagné 100 000 $ le 15 juin. En 1990, il avait gagné plus de 10 millions de dollars, rien qu'avec des approbations. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. En 2008, une publicité Snickers a été diffusée au Royaume-Uni, le montrant en train de tirer des barres de chocolat sur un marcheur rapide. Certains groupes ont déclaré que cela encourageait la violence anti-gay. La publicité a donc été retirée. M. T a dit que c'était juste un amusement stupide. En 2015, il a fait la promotion de Fuse Iced Tea et a plaisanté en disant qu'il était plus fort que lui. En 2010, il a vendu une partie de son or et a gagné 43 000 $. En 2006, M. T a essayé quelque chose de différent. Il a créé une émission de télé-réalité appelée I Pity the Fool, qui a été diffusée sur TV Land. Elle a commencé le 11 octobre et s'est terminée un mois plus tard, le 15 novembre. Seuls 6 épisodes ont été diffusés parce que l'émission avait de faibles cotes d'écoute, environ un demi-million de téléspectateurs par épisode. M. T a refusé d'inclure de faux drames ou des combats, voulant que l'émission soit honnête et positive. Cette décision l'a rendue différente des autres émissions de télé-réalité et les producteurs ont imputé cela au manque de succès. Certains fans l'ont adoré pour son authenticité, mais cela a marqué la fin de sa forte présence à la télévision. Dans les années 2000, il s'est davantage concentré sur le doublage. En 2009, il a prêté sa voix à un policier dur à cuire nommé Earl dans le film d'animation Cloudy with a Chance of Meatballs. Il mangeait même des cheeseburgers pendant les enregistrements pour avoir l'air plus réel. Le film a rapporté 243 millions de dollars. À peu près à la même époque, il a commencé à refuser les rôles violents, y compris un rôle majeur dans Predator en 1986, qui lui aurait rapporté 1 million de dollars. Il a dit non à cause de sa foi et de son aversion pour la violence excessive. En 2005, il avait déjà refusé pour 20 millions de dollars de scénarios violents. Il a même fait la promotion d'un jeu vidéo, Mr. T, en 2009, qui n'est jamais sorti. Sa carrière est passée des films d'action aux projets familiaux, tous guidés par ses convictions profondes. M. T a épousé Phyllis Clark en 1971, juste au moment où il travaillait comme videur dans les quartiers difficiles de Chicago. Ils ont eu 3 enfants entre 1972 et 1986, dont les filles Lisa et Erika et un fils nommé Lawrence Jr., mais leur célébrité a apporté le danger. Au milieu des années 1980, un fan dérangé a commencé à les traquer, envoyant des lettres terrifiantes et se présentant même à leur domicile à Lake Forest. Il a proféré des menaces violentes envers Erika, qui était adolescente à l'époque. M. T a dû engager une sécurité 24 heures sur 24, ce qui lui coûtait 50 000 $ par an, et a déménagé sa famille à plusieurs reprises pour rester en sécurité. Le harceleur n'a jamais été retrouvé. Depuis, M. T n'a jamais partagé de photos publiques ni d'interviews sur sa famille. Le traumatisme était profond et a rappelé à beaucoup d'autres tragédies réelles, comme ce qui est arrivé à Rebecca Schaeffer en 1949.
Malgré la peur et même une brève séparation dans les années 1940 en raison de son travail incessant, leur mariage a duré plus de 50 ans, maintenus ensemble par la foi. En août 2005, l'ouragan Katrina a détruit d'innombrables foyers. Et, de façon choquante, il a également ruiné le manoir de Monsieur T dans l'Illinois, loin de la Nouvelle-Orléans. La tempête a causé des inondations rares qui ont endommagé la maison qu'il avait achetée en 1987 pour plus d'1 million de dollars. Il a perdu des souvenirs inestimables, y compris tous ses accessoires et chaînes et en or de Rocky III, pour un total de 2,5 millions de dollars de dommages. L'assurance a couvert la perte, mais au lieu de reconstruire, M. T a fait don de la totalité de son indemnisation d'assurance de 1,8 million de dollars pour aider les victimes de Katrina. En 2006, il a donné cet argent pour aider plus de 500 familles, en particulier les enfants, par l'intermédiaire de groupes comme Covenant House. Il n'en a jamais parlé publiquement avant 2010, alors que d'autres célébrités ont été confrontées à des scandales concernant des œuvres de bienfaisance ratées. M. T s'est concentré sur la nourriture, l'hébergement et les programmes pour les jeunes. Il voulait juste aider discrètement. Sa foi chrétienne est devenue encore plus forte après sa lutte contre le cancer. En 1987, un an après avoir refusé une publicité pour une bière valant 1 million de dollars, il a eu une révélation spirituelle. Les gens l'ont averti que refuser l'argent important de l'alcool mettrait fin à sa carrière. D'autant plus que l'agence Tous Risques était si populaire à l'époque, avec 20 millions de personnes regardant chaque semaine. Mais il avait vu son père lutter contre l'alcoolisme dans les années 1950 et ne voulait pas participer à la promotion de cela. Sa décision a choqué ses agents, mais il est resté ferme. Il a ensuite prononcé des discours devant les jeunes, citant des versets de la Bible sur la façon de profiter de la vie sans excès. Ses convictions lui ont coûté des millions, mais lui ont donné la paix. Après avoir vaincu le cancer, M. T a dû faire face à quelque chose d'encore plus difficile à évoquer. En 2001, il a failli y mettre fin à ses jours. Des années de dépression l'ont durement frappé, en particulier les souvenirs de son enfance. Né en 1952, le plus jeune de 12 enfants, il a grandi dans la pauvreté et a été battu par son père alcoolique avant que l'homme ne parte en 1957. T a écrit dans son livre de 1984 que la foi l'avait sauvé, mais après le cancer, une vieille douleur était ça, un revient revenu. Il a été hospitalisé en 2002 et a écrit plus tard un livre intitulé Cancer Saved My Life en 2013, où il explique comment la thérapie et la religion l'ont aidé à guérir. Il a perdu 50 livres pendant sa période la plus sombre, mais est lentement revenu en aidant les autres, en particulier les enfants. Même lorsqu'il a eu une autre frayeur de cancer en 2005, il a continué d'avancer. En 1990, il a fondé la Mr. T Youth Foundation à Chicago. Pendant plus de 20 ans, elle a aidé plus de 10 000 enfants à risque grâce à des programmes sportifs, des programmes de lutte contre la drogue et du mentorat. Mais en 2010, un ancien mentoré l'a poursuivi en justice pour 1 million de dollars, affirmant que l'approche de l'amour dur avait causé une détresse émotionnelle. L'affaire a été rejetée en 2011 pour manque de preuves. Mais les médias se sont régalés. Les gros titres ont dépeint M. T comme un tyran, même si le taux de criminalité chez les adolescents dans la région avait chuté de 15% entre 2000 et 2015. M. T a déclaré que ses méthodes provenaient de ses jours de videur dans les années 70, où il a jeté jusqu'à 200 fauteurs de troubles en une seule nuit. Il croyait que la structure sauvait des vies, même si elle n'était pas toujours douce. Pendant le tournage de l'agence Tous Risques entre 1983 et 1987, M. T s'est violemment heurté à sa co-star George Peppard. Peppard jouait Hannibal et ne supportait pas la popularité croissante de M. T. Peppard, a fait des remarques grossières dans la presse, qualifiant M. T de faux acteur. Et les choses sont devenues si tendues qu'ils ont cessé de se parler pendant 16 semaines. Ils communiquaient uniquement par l'intermédiaire de Dirk Benedict, leur co-star.
Un jour, Monsieur T a lu ses insultes à haute voix juste devant la caravane de Peppard et tout a explosé. Même Hulk Hogan a dû intervenir une fois pour calmer les choses. Les deux hommes ne se sont plus jamais parlé hors caméra, faisant semblant d'être amis seulement pendant le tournage. Leur combat a failli ruiner l'émission pendant les 2 premières saisons. À la saison 4, en 1945, même Monsieur T et Dirk Benedict étaient en désaccord. Benedict était jaloux du temps d'écran de Monsieur T et a qualifié son style de gadget. Monsieur T a accusé Benedict d'accaparer les projecteurs et ils en sont presque venus aux mains à cause de changements dans le scénario. Monsieur T avait été 3 fois champion de lutte de la ville et la tension est devenue physique. L'équipe a dit que le plateau est devenu misérable et que les combats ont ruiné toute chance de futures collaborations. Dans le monde de la lutte, Monsieur T a eu une véritable querelle avec Roddy Piper pendant WrestleMania en 1985 et 1986. Piper n'aimait pas qu'un acteur entre dans la lutte et a dit que Monsieur T n'avait pas payé son dû. Leur querelle est devenue laide dans les coulisses. Piper a giflé Monsieur T dans les coulisses, affirmant que tout cela faisait partie du spectacle. Mais la haine était réelle. À WrestleMania 2, Piper a claqué Monsieur T et a attaqué un arbitre. Il a même rasé la tête d'Haiti Kid, un lutteur nain, pour se moquer de la coiffure de Monsieur T. Hemsworth, a dit que les lutteurs étaient jaloux que sa renommée ait contribué à amener plus de 93 000 fans à WrestleMania. La sécurité a une fois empêché son équipe d'entrer jusqu'à ce que Hulk Hogan intervienne. Ils ont finalement fait la paix en 2014 lorsque Monsieur T a été intronisé au Temple de la Renommée. Même Sylvester Stallone a eu des problèmes avec Monsieur T pendant Rocky III en 1982. Monsieur T avait été découvert grâce à un concours télévisé en 1980 et a été choisi pour jouer Clubber Lang. Pendant les répétitions en avril 1951, Stallone a cassé le nez de Monsieur TMT et quitté le plateau et a exigé des changements de scénario. La tension entre eux s'était forte, mais Stallone a quand même écrit la célèbre phrase « Je plains l'idiot » en se basant sur le style de Monsieur T. Ils ont tourné des journées épuisantes de 12 heures et à un moment donné, Stallone a même frappé Monsieur T pendant une scène. Monsieur T a ensuite qualifié Stallone de négrier, mais ils se sont réconciliés en 1983 et ont même fait des apparitions ensemble. Le film a coûté 17 millions de dollars à produire et a rapporté 270 millions de dollars dans le monde entier. En 1984, Monsieur T a eu un autre affront laid, cette fois avec James Caan, pendant le tournage d'un téléfilm. Caan s'est moqué du jeu d'acteur amateur de Monsieur TMT, a riposté, disant que Caan était un snob qui détestait les étrangers à Hollywood. Ils ne pouvaient pas répéter ensemble, alors les scènes ont dû être improvisées. Dans une interview de 1955, Monsieur T a dit que Caan était juste jaloux de sa fortune de 5 millions de dollars. Caan l'a qualifié de gadget, mais Monsieur T s'est tenu droit. Il a dit qu'il venait d'une vraie lutte et qu'il n'avait pas besoin d'un diplôme d'école d'art dramatique. Cette querelle a mis fin à toute chance de les voir travailler ensemble.